Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. La CENI valide les listes candidates pour les élections régionales et municipales de septembre prochain. Les délais d'examen des listes prennent fin ce soir à minuit. Levée de la grève des médecins. Pour ces derniers, la situation du secteur de la santé est maintenant claire pour tous. Pétrole et gaz, prospection de la société Shell dans les eaux mauritaniennes. Un accord a été signé entre la société pétrolière et notre gouvernement. Il porte sur 2 contrats d'exploitation-production. Merci d'être avec nous. Les yeux sont donc rivés sur la CENI qui doit annoncer la validation des listes candidates aux élections municipales et régionales. Une mesure qui intervient 10 jours après l'expiration des délais de dépôt des dossiers de candidature. Un décret convoquant le collège électoral publié par le gouvernement stipule que les délais d'examen par la CENI des listes candidates prennent fin ce soir à minuit. Et nous le disions donc en titre, les médecins mauritaniens ont décidé de lever leur grève, et ce 45 jours après sa suspension. Ils ont affirmé que la situation du secteur de la santé est maintenant claire pour le président de la République. Après l'audience qu'il leur avait accordée, le chef de l'État avait ordonné la mise en place d'une commission présidée par le ministre de la Santé et des représentants des syndicats des médecins. Cette commission devait étudier l'ensemble des doléances des médecins et faire en conséquence des propositions dans les meilleurs délais. Et le gouvernement mauritanien a signé aujourd'hui un nouvel accord qui permet à la société internationale Shell de prospecter pour le pétrole et le gaz dans nos eaux territoriales. Le nouvel accord signé entre les 2 parties porte sur 2 contrats d'exploitation-production. Il a été signé côté mauritanien par le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, Mohamed Abdel Fattah, et pour la société Shell par Andrew Brown, directeur exécutif de la société. En vertu de l'accord, la société Shell bénéficiera de 90% de toute découverte. Les 10% restants iront à la société mauritanienne des hydrocarbures. Les 2 parties ont également signé une lettre d'entente et un projet commun pour la prospection et l'étude de nouvelles voies destinées à satisfaire les besoins du pays en énergie locale. À travers le ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, a signé 2 contrats d'exploration-production portant sur les blocs C10 et C19 du bassin côtier. L'arrivée des Shell, donc ce major pétrolier, après la présence d'Exxon, de BP et de Total, traduit la confiance que les investisseurs accordent à notre pays et au climat de sécurité, de transparence que notre pays offre pour attirer des investisseurs de cette taille. Et 13 membres du bureau exécutif du parti d'opposition PMC Arc-en-Ciel ont annoncé leur démission. Et cela s'est passé aujourd'hui au cours d'une conférence de presse qu'ils ont donnée à Nouakchott. Les démissionnaires dénoncent le choix opaque, selon eux, et suspicieux du poste de membre de la CENI accordé à une personne qui ne serait pas connue au parti. Les démissionnaires protestent aussi contre la mise à l'écart du bureau exécutif qui n'est convoqué que pour être mis devant le fait accompli sans aucun recours possible, toujours selon eux. Et ce qui a donc précipité ce départ, c'est le fait que le président ait voulu imposer des membres de sa famille donc, sur les listes électorales devant les cadres du bureau exécutif. Et c'est un comportement népotique que nous avons rejeté avec la dernière énergie, et c'est vraiment la goutte qui a fait déborder le vase. Les couleurs ont un sens, surtout quand il s'agit de politique, et cependant la loi mauritanienne interdit aux partis politiques de s'identifier par rapport aux couleurs de l'emblème national. L'ensemble des forces politiques impliquées dans les prochaines échéances électorales doivent respecter les règles d'une bonne conduite sur ce sujet. Reportage de Hamaoudar Diagana. À quelques semaines des élections municipales, régionales et législatives dans notre pays, plusieurs questions sont d'actualité. Comment classifier les partis politiques sur le bulletin unique? Quelle couleur ou logo choisir pour distinguer un parti politique à un autre? Pour y voir clair, on a tendu notre micro à un expert en opération électorale. Dit dans la loi, mais ce n'est pas nouveau, c'est autant où il y avait en Mauritanie 4 listes seulement. Donc on pouvait parler de couleurs.
Donc c'est un texte qui date depuis 1986. Il est dit clairement, il n'a pas encore modifié, que les partis ne doivent pas, les listes plutôt, ne doivent pas choisir des couleurs qui font référence au drapeau national. Donc les 3 couleurs du drapeau national ne doivent pas être prises dans les logos ou dans les slogans des partis, des listes candidates. D'autre part, vous m'avez demandé d'inscription des listes candidates dans les bulletins de vote. Il est dit dans la loi que l'ordre des listes candidates sur les bulletins de vote est celui de l'ordre de l'acceptation ou de la validation de ces listes. Les problèmes et confusions que peuvent rencontrer les électeurs le jour du scrutin prochain seraient minimes si les leaders politiques jouent leur rôle sur une très bonne sensibilisation électorale. Avec plus de 100 partis en lice et un scrutin à 3 urnes, la tâche ne semble pas être facile pour la Commission électorale nationale indépendante, CENI. C'est évident de se retrouver dans les couleurs, mais que pour certains partis, il se peut que le problème ne se pose pas. Seulement l'État et les responsables des partis doivent faire des efforts pour qu'il y ait moins de confusion par rapport à cette situation. Nonobstant de la complexité pour organiser de telles élections, la CENI rassure les populations sur le bon déroulement du scrutin prochain. Reste à savoir le temps qu'il faut pour faire une mise à jour du nouveau fichier électoral. Et les épreuves de la session complémentaire du baccalauréat et du concours d'entrée au lycée d'excellence ont débuté ce matin sur l'ensemble du territoire national. Au niveau du baccalauréat, près de 6000 candidats répartis entre les filières de l'enseignement originel, les lettres modernes, les mathématiques, les sciences naturelles et la filière technique participent à cette session. S'agissant du concours d'entrée au lycée d'excellence, 7500 candidats postulent pour ce concours, dont 5400 se présentent pour les établissements du collège et 2200 pour les lycées. Les accidents ne se passent pas que sur la route, en mer aussi les chocs existent. Souvent, ce sont les navires industriels, de véritables monstres de mer, qui rentrent en collision avec les bateaux artisanaux. Le rapport de force est disproportionné. Les eaux poissonneuses de Nouadhibou enregistrent le nombre de drames le plus élevé du pays. CRS Sidibé. La mer est en passe de devenir un espace dangereux pour les pêcheurs artisanaux. Leurs embarcations sont déjà assez précaires et vulnérables au moindre soubresaut de l'océan. Le niveau de formation des pêcheurs artisanaux reste également assez élémentaire, pour ne pas dire empirique. Et une situation qui les expose dangereusement à la mer, d'autant plus qu'elle n'est pas toujours tranquille. Au nombre de ces accidents, les collisions en mer entre bateaux industriels et bateaux artisanaux. Ici à Nouakchott, les pêcheurs n'ont pas voulu parler du sujet devant la caméra. Mais en off, ils nous confient que ces drames sont étrangers à leur environnement. C'est à Nouadhibou que ces accidents sont fréquents. Dernière en date, le week-end passé, un bateau industriel et artisanal sont entrés en collision. Bilan, 3 personnes disparues. Toujours à Nouadhibou, la veille, 4 pêcheurs avaient perdu la vie dans les mêmes conditions. À la plage des pêcheurs de Nouakchott, un autre pêcheur nous a indiqué hors micro que ces accidents se déroulent en eau profonde et nuitamment. Les bateaux industriels étrangers qui s'aventurent illégalement dans les eaux mauritaniennes pour pêcher éteignent leur lumière pour ne pas être vus et appréhendés. C'est dans ces conditions qu'ils entrent en collision avec les embarcations artisanales qui ne le voient qu'au dernier moment et c'est souvent trop tard, nous a-t-il précisé. Si rien n'est fait, les pêcheurs artisanaux de Nouadhibou s'exposent tous les jours à la mort en s'aventurant dans nos eaux. C'est donc leur activité qui est tout simplement menacée. Alliant rencontres intellectuelles et détente musicale, Kumba Gawlo, en tournée en Mauritanie dans le cadre de l'African Tour 2018, qui a eu lieu donc du 17 au 21 juillet dernier à Nouakchott, a satisfait l'attente du public mauritanien en termes de sensibilisation sur des thèmes liés aux objectifs du projet autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, avec des messages forts et en termes de spectacle. Le dernier concert qu'elle a animé à Sepra
samedi dernier avait attiré une foule en majorité jeune, estimée à près de 3000 personnes. Des dizaines d'employés formés par le ministère du Commerce à l'occasion du dernier sommet de l'Union africaine ont organisé aujourd'hui un sit-in devant le palais présidentiel. Ils protestent contre ce qu'ils ont appelé les engagements non tenus par le ministère. Ce dernier s'était engagé à régulariser la situation de ce personnel non permanent dès la fin du sommet, mais n'a pas encore fait, suscitant du coup la colère des concernés. Pour accueillir les présidents. Le sommet africain, comme il y avait des cuisiniers, il y avait des serveurs, il y avait des pâtissiers, il y avait des serveurs, il y avait dans les villas. On avait 65 villas. On était un nombre de 300 personnes ou 250 personnes. Maintenant, nous, ce que nous on veut maintenant, on veut nos droits et nos diplômes. C'est tout ce qu'on cherche. On ne cherche rien d'autre. Le ministère malien de la Défense a fait état hier d'une embuscade tendue par des djihadistes à une unité de l'armée dans la région de Ségou, dans le centre du pays. Attaque qui s'est soldée par la mort de 11 assaillants après la vigoureuse riposte des forces maliennes. Un soldat est mort lors de ces affrontements qui sont les derniers d'une série de plusieurs dizaines d'attaques menées depuis des mois par des groupes djihadistes armés dans le nord et le centre du pays. Un récit de Sid Ahmed Beyelatou. Ces attaques se sont accrues à l'approche de l'élection présidentielle du 29 juillet prochain et visent principalement les forces armées, mais aussi des villages. Les combattants extrémistes s'attaquent également à des groupes communautaires d'autodéfense comme le Katia ou le MSA, auxquels ils reprochent leur proximité avec les forces étrangères présentes au Mali. La mission française Barkhane, la force onusienne MINUSMA ou encore le G5 Sahel sont considérés par les islamistes armés comme des forces dirigées contre les groupes djihadistes, dont plusieurs ont prêté allégeance à l'organisation terroriste État islamique ou Al-Qaïda. L'enlissement du conflit au Mali s'est étendu aux pays voisins, ce qui a poussé 5 pays de la région, Mali, Burkina Faso, Mauritanie, Niger et Tchad, à mettre en place le G5 Sahel. Cette force antiterroriste de 5000 hommes peine pourtant à imprimer ses marques à la lutte contre les groupes djihadistes dans la région, à cause notamment du faible engagement financier des pays occidentaux. Et en Libye, le chef du gouvernement d'union nationale, Fayez El-Sarraj, a fait part de son refus catégorique d'installer des centres d'accueil pour migrants, comme le souhaitent les pays de l'Union européenne. Nous sommes absolument contre le fait que l'Europe veuille tout à fait officiellement installer chez nous les migrants illégaux dont on ne veut pas dans l'Union européenne. C'est ce qu'a affirmé M. Sarraj dans un entretien à un quotidien allemand. Nous ne ferons pas non plus de deal avec l'Union européenne, comme prendre en charge des migrants illégaux en échange d'argent. C'est ce qu'il a ajouté lors de cette interview. Le chef du gouvernement a appelé les Européens à exercer plus de pression sur les pays d'origine des migrants plutôt que sur la Libye, où les passeurs ont mis en place leur jute de trafic profitant du chaos né de la révolution qui a renversé, nous le rappelons, le régime du colonel Kadhafi en 2011. 2 personnes ont été tuées et 13 autres blessées hier soir à Toronto dans une fusillade au cours de laquelle le tireur présumé est mort après un échange de coups de feu avec la police. La fusillade a éclaté en fin de soirée, semant le chaos dans le très animé quartier grec de Toronto, au Canada. Au plus d'une vingtaine de coups de feu avaient été tirés. Le tireur avait ouvert le feu au hasard sur des piétons déambulant sur une avenue autour de 22 heures avant de cibler des restaurants bondés. Le chef de la police a souligné qu'il était trop tôt pour s'avancer sur les motivations de cet homme de 29 ans qui est originaire de cette ville, Toronto. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite le rappel des titres. La CENI valide les listes candidates pour les élections régionales et municipales de septembre prochain. Les délais d'examen des listes prennent fin ce soir à minuit. Levée de la grève des médecins. Pour eux, la situation du secteur de la santé est maintenant claire pour tous. Pétrole et gaz, prospection de la société Shell dans les eaux mauritaniennes. Un accord a été signé entre la société pétrolière et notre gouvernement. Il porte sur 2 contrats d'exploitation-production. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.